Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On va ce matin parler Covid-19, mais il ne sera pas question de conseils, encore moins de soins à donner comme on se plaît à le faire chaque matin quand on reçoit des médecins ou bien des techniciens de santé. Il va être question d'un travail réalisé par un certain nombre d'entités ou même de structures de la société, dont l'ISC, Panos Caraïbes, le CONAN, le Conseil haïtien des acteurs non étatiques. Ça peut arriver que je commette des erreurs. J'essaie un peu de jouer sur ma mémoire. Il y a aussi le service chrétien d'Haïti et le réseau des journalistes en santé, entre autres. Peut-être ça peut arriver que je commette des erreurs. On ne va pas s'apprendre à cause de cela. En tout cas, pour nous parler en gros de ce rapport final, de l'évaluation de l'action du gouvernement en réponse au coronavirus pour une période bien déterminée. Le rapport couvre justement la période allant du 25 mars au 31 octobre 2020. C'est le professeur Ronnie Desroches de l'ISC qui est avec nous pour un survol et pour quelques commentaires aussi, évidemment des recommandations sur le rapport final. Bonjour professeur, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Bonjour Wendell, je salue également tous les téléspectateurs, téléspectatrices et aussi les auditeurs et auditrices de Radio Télémétropole. Merci pour l'invitation et pour l'occasion que vous nous offrez de présenter ce rapport d'évaluation sur la réponse donnée par le gouvernement haïtien au Covid-19 pendant la période du 25 mars au 31 octobre 2020. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce rapport, à rédiger ce rapport? Vous l'avez dit, il couvrait une période, disons, de grande mobilisation, même si les activités tendaient à reprendre un tout petit peu. 25 mars au 31 octobre, c'était quand même une période de mobilisation contre Covid, et couvre-feu, ministre de l'Intérieur à travers les rues, les gens portaient encore leurs masques, couvre-feu était plus ou moins respecté. Malgré tout cela, vous aviez quand même jugé bon de préparer un rapport comme des avant-gardistes, comme des gens qui avaient le flair que quelque chose n'allait pas bien. Dites-nous, professeur. Bon, vous savez qu'au niveau de l'initiative de la société civile, nous sommes toujours intéressés aux finances publiques. Vous savez que depuis des années, nous parlons toujours du budget, nous faisons des recommandations pour le budget et tout cela. Et même à un moment de la durée, nous avons fait le suivi de l'action gouvernementale dans plusieurs domaines, dans le domaine des travaux publics, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de l'environnement, dans 4 départements géographiques. Et quand le Covid-19, n'est-ce pas, est apparu, nous nous sommes dit que ce serait bien de faire une évaluation. Et à ce moment-là, nous étions en contact avec le projet GÉRÉ. Le projet GÉRÉ, c'est un projet qui, le sigle signifie gestion efficace des ressources de l'État. Donc c'est un projet qui est intéressé particulièrement à l'efficacité, n'est-ce pas, des dépenses publiques. Ce projet est dirigé par RTI, qui est une organisation américaine, Research Triangle Institute, et le responsable local de ce projet ici en Haïti, c'est M. Huder Antoine. Alors nous les avons approchés
pour voir si ceci les intéressait. Et effectivement, étant donné qu'ils sont intéressés à l'efficacité des ressources de l'État, ils se sont montrés intéressés. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons constitué un consortium formé, comme vous l'avez dit, de 5 organisations. Il y a l'initiative de la société civile, il y a le CONAN, il y a le service chrétien d'Haïti, il y a Panos Caraïbes et il y a le réseau haïtien des journalistes en santé. Étant donné qu'il s'agissait, n'est-ce pas, d'une question de santé, nous avons tenu à avoir des journalistes qui sont spécialisés dans la question de santé. Alors pour nous, c'était l'occasion de voir quelle était, n'est-ce pas, la performance du gouvernement, mais dans une perspective, je dirais, assez particulière. Parce que, premièrement, ce que nous voulions vérifier, c'était si les opérations se faisaient dans une certaine transparence. L'un des critères, n'est-ce pas, pour nous, c'était la transparence. Deuxième critère important, est-ce que les opérations ont été faites par le gouvernement dans le respect des règlements, c'est-à-dire dans le respect des exigences légales et dans le respect des procédures administratives. Et finalement, le troisième critère, c'était pour savoir si les plans qui avaient été établis par le ministère de la Santé publique ou par les autres ministères concernés, si ces plans avaient été suivis, bien appliqués, et si ces plans avaient donné un résultat efficace à la satisfaction des bénéficiaires. Donc l'objectif principal, c'était de vérifier si l'argent était bien utilisé. Oui, absolument. Si alors que les gens pouvaient aussi se poser la question, pourquoi c'était la dépense qui vous intéressait, alors qu'il était question de vie? Pourquoi ce n'était pas d'abord de vérifier si les soins avaient été effectivement prodigués, combien de gens sont sauvés, sont protégés, sont guéris ou encore traités de la maladie? Ah oui, mais quand on dit est-ce que les plans ont été efficaces, l'efficacité, c'est justement est-ce qu'il y a eu des soins qui ont été prodigués à la satisfaction des personnes concernées. Et c'est pour cela que nous avons aussi interrogé des patients qui ont été guéris, n'est-ce pas, du Covid-19. Donc l'aspect, si vous voulez, humain, l'aspect médical nous a intéressés aussi. Et bien entendu, comme nous avions un médecin avec nous, le docteur L'Espérance Odilet, qui est, n'est-ce pas, le responsable du réseau des journalistes en santé, il a même fait une évaluation du plan, du programme qui a été conçu par le ministère de la Santé publique. Donc, la finalité de tout ça, c'est bien sûr d'apporter des soins à la population. Ça nous a intéressés aussi. Mais comme je vous dis, est-ce que les ressources qui ont été mises à disposition ont été bien utilisées et ont atteint les objectifs, n'est-ce pas, prévus? Avant même de parler du rapport dans le vrai sens du terme, ce que vous avez découvert, ce que le rapport, ce qu'il y a d'intéressant quand même à partager avec le public de Métropole, les témoignages des patients, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Bon, alors, vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont été interrogées. Il y a des témoignages concordants, par exemple? Il y a des témoignages aussi des personnes qui ont été malades du Covid et qui ont été soignées. Alors, comme vous savez, c'est une enquête, n'est-ce pas? L'enquête a deux aspects. Il y a, si vous voulez, une approche qualitative. Nous avons fait une étude documentaire des différents documents qui étaient disponibles, n'est-ce pas? Ça, c'est l'aspect qualitatif. Mais il y a un aspect quantitatif. Nous avons eu 7 enquêteurs qui ont été dans les 10 départements géographiques et ils ont interrogé aussi des malades de Covid, n'est-ce pas? Alors, naturellement, comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas toujours facile
de trouver les malades. Parce que les gens n'aimaient pas dire qu'ils avaient souffert de Covid, etc., etc. Donc, on n'a pas toujours la possibilité, n'est-ce pas, d'obtenir, n'est-ce pas, ces personnes. Cependant, ce qu'on a obtenu, n'est-ce pas, eh bien, nous pouvons dire, parce que nous avons un statisticien qui a fait le décompte de ces réponses, eh bien, à 75%, les patients qui ont été affectés par le Covid ont été satisfaits. Mais il y a eu quand même un certain nombre de commentaires. Par exemple, ils ont dit qu'on aurait dû donner un meilleur encadrement aux malades. C'est le manque d'encadrement. Ensuite, les malades ont également dit que les hôpitaux qui étaient des hôpitaux de prise en charge du Covid auraient dû être mieux équipés. Ils ont dit aussi que le personnel était insuffisant. Parce que vous savez, par exemple, lorsque une personne a des difficultés respiratoires, qu'on lui donne de l'oxygène, etc., il faut une surveillance presque constante. Or, malheureusement, ils ont trouvé que la surveillance n'était pas aussi constante, permanente qu'elle aurait dû être. Il y a eu un certain nombre de commentaires de ce genre. Cependant, nous pouvons dire statistiquement que 75% des malades qui ont été contactés ont été satisfaits parce qu'ils ont été, bien entendu, ce sont les guéris que nous avons. Nous n'avons pas pu interroger les morts. Les morts, oui, oui. Mais sur le nombre de morts, on a eu des détails, non? Bon, et naturellement, les détails sont publics, oui. N'est-ce pas? Nous avons consulté le site, n'est-ce pas, du ministère qui donnait régulièrement le nombre de morts. Nous pouvons dire que le taux de létalité en Haïti a été relativement faible, n'est-ce pas, par rapport à d'autres pays qui ont eu un taux de létalité très, on parle de la première vague, docteur. Oui, de la première vague, bien entendu. Nous sommes arrêtés à octobre 2020 et bon, nous sommes en discussion avec le projet Géré pour voir si on peut refaire une évaluation à partir de cette deuxième vague pour voir, n'est-ce pas, si il y a amélioration, n'est-ce pas, dans les soins qui sont fournis, dans la gestion, etc., ou si au contraire, il y a dégradation, n'est-ce pas, par rapport à la première approche. Les patients guéris parlent d'encadrement qu'ils estimaient, en fait, qui méritent d'être améliorés. En termes de suivi, entre les centres de santé ou les centres hospitaliers qui prodiguaient des soins à ces patients, est-ce qu'il y a eu suivi? Alors justement, c'est à ce niveau qu'ils estiment que l'encadrement aurait dû être meilleur, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, bon, une fois qu'ils estimaient que la personne était guérie, n'est-ce pas, à ce moment-là, on les envoyait chez eux, etc. Ils auraient souhaité qu'il y ait, par exemple, un système ambulatoire où, n'est-ce pas, les infirmières ou les médecins pourraient continuer à prendre soin d'eux, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas été véritablement le cas. Mais quand même, comme je l'ai dit, à 75%, ceux qui ont été guéris estiment qu'ils ont quand même eu un traitement valable. Naturellement, nous n'avons pas pu faire une discrimination entre les différents centres, n'est-ce pas, pour voir si dans tel centre il y a eu un taux de satisfaction plus élevé, n'est-ce pas? On a pris un ensemble de personnes guéries du Covid. Mais là, nous parlons de Covid, professeur Desroches. Il y a eu beaucoup de centres? Oui, il y a eu pas mal de centres. Nous avons d'ailleurs dans le rapport la liste de tous les centres qui ont été, n'est-ce pas, établis, parce que vous savez que non seulement il y a un certain nombre spécialisés. Par exemple, nous avons même un ensemble, n'est-ce pas, de sites par département. Par exemple, dans l'Artibonite, vous avez 3
centres de prise en charge. Dans le centre, vous avez 2 centres de prise en charge, de la Grand'Anse 3, dans les NIP 2. Dans le nord, il y a jusqu'à 5. Dans le nord-est, il y en a 3. Dans le nord-ouest, il y en a même 5. Dans l'ouest, il y a 8. Dans le sud, il y en a 2. Dans le sud-est, il y en a 2. Vous voyez? Donc, tout ça, ce sont les centres de prise en charge par département. Mais à côté de ça, vous avez les sites de prélèvement et de dépistage aussi que nous avons listés dans, n'est-ce pas, le rapport. Alors, pourquoi je vous ai posé la question, professeur Desroches, c'est parce que nous avons l'impression que c'est à Mirbalais ou à l'hôpital Delma 2 ou à Saint-Luc que l'on pouvait soigner les personnes atteintes de Covid-19. Et là, vous nous parliez justement de prise en charge, de différents centres de prise en charge par département. Donc, c'est beaucoup. Et on sait qu'au début, il y a eu même tentative d'incendier ou bien, d'incendier des centres de prise en charge, en province notamment. Oui, effectivement, ça a été le cas. Mais on se rappelle aussi qu'à partir du moment où la maladie est devenue une réalité et que les gens ont commencé à entendre tant de morts dans telle ou telle commune, etc., les gens ont commencé à prendre ça au sérieux. Et comme je vous le dis, il y a eu dans tous les départements des centres de prise en charge. Au début, c'est vrai qu'on a même incendié des centres qui étaient préposés à être des centres de prise en charge. Mais là, nous avons quand même dans chaque département des centres de prise en charge. Mais il faut dire aussi que le département de l'Ouest, à cause de son poids démographique, n'est-ce pas, et aussi à cause des contacts plus fréquents avec l'étranger, était quand même le département qui a eu le plus grand nombre de contaminations. Oui, et jusqu'à présent, la région métropolitaine est en tête. Ah, la région métropolitaine en tête, Pétionville, Delma et Port-au-Prince étaient particulièrement frappés. C'est un rapport un rapport de l'évaluation de l'action gouvernementale. Selon vous, 75% des gens sont satisfaits. Alors, ça, c'est pour les malades. Hein? Pour les malades. Les gens. Pour les malades, oui. Il y a eu d'autres facteurs. Il y a eu d'autres types de prestations du gouvernement. Et là, les résultats ne sont pas les mêmes. Oui. C'est ça. On y va? Oui, bon, c'est ça. Juste pour vous donner une petite idée, n'est-ce pas? Parce que nous avons interrogé plusieurs catégories de personnes. Par exemple, nous avons interrogé les délégués. Nous avons interrogé les directeurs départementaux des ministères de la Santé, ministère des Travaux publics, ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Environnement, qui étaient la santé publique, bien entendu, qui étaient les ministères impliqués dans la réponse. Nous avons interrogé également les responsables des centres de prise en charge. Nous avons interrogé aussi les responsables des sites transformés, parce que vous savez, il y a par exemple, si vous prenez à Canaan, il y a le centre olympique, n'est-ce pas, le centre sportif olympique qui a été transformé en centre de prise en charge. Je crois qu'il y a eu même une centaine de lits, n'est-ce pas. Le centre sportif de Carrefour également a été transformé. On a interrogé aussi les responsables des sites transformés. Et nous avons interrogé aussi les responsables d'hôpitaux ou d'institutions sanitaires non dédiés Covid, n'est-ce pas, pour savoir s'ils avaient été suffisamment informés afin d'orienter en quelque sorte les malades qui venaient et qui peut-être présentaient les signes ou les symptômes de Covid afin de pouvoir les orienter ou de pouvoir leur donner les tout premiers soins avant de les acheminer vers les centres de prise en charge. Et ensuite, nous avons interrogé aussi les directeurs d'école, des enseignants, des soignants. Les directeurs d'école, parce que vous le savez, il y a eu un appui
salariale qui était prévue pour les enseignants, n'est-ce pas? Bon, juste pour donner une petite idée, on avait prévu de donner un appui salarial aux enseignants du secteur privé, de 17 000 institutions privées. Eh bien, je peux vous dire qu'au début du mois d'octobre 2020, il n'y a eu que 20% des enseignants de ces 17 000 institutions primaires, disons fondamentales, secondaires et aussi universitaires. Il n'y a eu que 20% en octobre, c'est-à-dire 7 mois après le déclenchement de la pandémie ici en Haïti, n'est-ce pas, à avoir obtenu ceci. D'accord? Pourquoi? Parce que, premièrement, le ministère avait demandé un certain nombre de documents pour que l'école puisse être bénéficiaire. Si l'école était accréditée, si l'école devait présenter la liste de ses instituteurs ou professeurs, le dernier payroll pour s'assurer que ce n'étaient pas des zombies, mais vraiment des gens qui émargeaient sur le budget, etc. Dans un premier, disons, il faut dire que dans un premier temps, le ministère s'est rendu compte qu'il y a des gens qui gonflaient les listes, comme d'habitude. Sans surprise. Sans surprise. Alors c'est pour ça qu'ils ont été extrêmement exigeants pour demander toutes sortes de documents faisant des preuves, et très peu d'écoles ont pu fournir ces documents. Donc, et je sais aussi que beaucoup d'écoles qui ont fourni les documents n'ont pas pu obtenir ceci. En conséquence, au 8 octobre, quand nous avons fait le constat au niveau du ministère de l'économie et des finances, parce que nous avons été au ministère de l'économie et des finances pour voir si c'était fait, eh bien, il n'y avait que 20% à l'avoir obtenu. Nous n'avons malheureusement pas pu continuer parce que le projet était terminé, mais on ne sait pas aujourd'hui s'il y a 30% ou 40%, mais or, c'était la période difficile, parce que depuis mars, les écoles étaient fermées, n'est-ce pas, jusqu'à octobre, c'est le moment où les enseignants du privé ne recevaient pas un centime de salaire de leurs écoles, ils auraient eu besoin de cela. Ça montre, n'est-ce pas, et ça c'est l'une des recommandations que nous avons faites au ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale aurait dû avoir une base de données de tous les enseignants de toutes les institutions, n'est-ce pas, du pays. Vous savez, à l'époque où j'étais directeur de la FONEP, nous avions une base de données sur toutes les écoles privées, avec le nombre d'instituteurs, etc., d'enseignants. Et bon, malheureusement... Maintenant, il faudrait multiplier par 10. Oui, le nombre a augmenté, d'accord, mais rappelons-nous que 85% des instituteurs sont dans le privé, n'est-ce pas? Donc nous avions cette base de données. À un moment de la durée, le ministère a voulu récupérer cette fonction, n'est-ce pas, d'avoir une base de données, mais aujourd'hui nous voyons le résultat. Ils n'ont pas les bases de données. Et là, je voudrais faire une petite comparaison avec le privé. Vous savez qu'à côté, n'est-ce pas, de cet appui salarial qui a été donné aux instituteurs, aux professeurs aussi, eh bien, il y a un appui salarial qui a été donné aux ouvriers de la sous-traitance, n'est-ce pas? Et nous avons un bon nombre d'ouvriers de la sous-traitance qui ont pu bénéficier de l'appui salarial. Il y a eu 54 188 ouvriers. Eh bien, savez-vous que nous avons pu vérifier, alors cet appui salarial a été donné via Moncash, nous avons pu vérifier au niveau du ministère de l'économie et des finances les listes de ces 54 188 ouvriers fournis par l'ADI, l'Association des industries d'Haïti, avec non seulement les noms des ouvriers, mais la signature des ouvriers. Cela veut dire qu'au niveau de l'organisation... Vous êtes en train de nous dire que c'est le secteur le mieux organisé du pays? Je ne sais pas si c'est le mieux organisé, mais au moins, il faut reconnaître qu'ils sont organisés assez rapidement. Et il faut dire aussi que Moncash a fait son travail. Parce que, bon, moi, nous avons au niveau de l'OCID fait l'expérience avec Moncash, parce que lorsque nous faisions
de l'observation électorale, nous payons nos observateurs dans les 10 départements géographiques du pays via Moncash. Et Digicel vous donnait, n'est-ce pas, la liste de tous ceux qui ont reçu l'argent, n'est-ce pas, avec leur numéro de téléphone. Et si quelqu'un n'avait pas reçu, parce que soit il avait perdu son téléphone, soit le téléphone avait été à quelqu'un d'autre, eh bien, il vous donnait aussi la liste de ceux qui n'ont pas reçu. Et là, vous pouviez récupérer l'argent. Or, j'ai vu ça et j'ai pu vérifier au niveau du ministère. J'ai pu voir la liste de Moncash avec tous les noms, n'est-ce pas, de ceux qui ont reçu, et en même temps, la liste fournie par l'ADI avec la signature, le NIF, n'est-ce pas, etc. Donc, je crois que c'est une occasion pour demander au ministère de l'Éducation nationale de faire un travail, n'est-ce pas, parce qu'aujourd'hui, avec l'informatique, c'est facile, n'est-ce pas, d'avoir une base de données pour 17 000 institutions du privé et avec tous les enseignants. On va observer la pause, professeur. Au retour, vous nous parlerez très certainement des recommandations faites aux autorités. Et puis, est-ce que l'accès aux informations avait été facile? Ça, c'est important. On en parlera. Après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, le professeur Rony Desroches, et là, on parle de ce rapport final de l'évaluation de l'action du gouvernement en réponse au coronavirus en Haïti. Un rapport qui couvre la période du 25 mars au 31 octobre 2020. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Et nous essayons donc de passer en revue le rapport final de l'évaluation de l'action du gouvernement en réponse au coronavirus en Haïti. Et c'est le professeur Rony Desroches, partenaire, je dirais, si l'on doit citer les différentes entités qui ont contribué à la réalisation de ce document, de ce rapport. Alors, si, évidemment, c'est le moment de parler des recommandations et de l'accès aux informations aussi, mais juste avant, professeur, est-ce que c'était seulement les professeurs qui avaient droit à cette subvention ou cette assistance de préférence du gouvernement? Non, il y avait aussi les ouvriers, comme nous l'avons dit, et qui à travers l'ADI ou de la sous-traitance, mais en plus de cela, il y avait aussi les ménages. Il y a un certain nombre de ménages à faible revenu, n'est-ce pas, ou bien nécessiteux. Pour être éligible, il faut avoir un compte Moncash? Alors, il faut avoir un téléphone. À partir du moment où vous avez un numéro de téléphone. Mais j'ai deux, professeur Desroches. Bon, vous n'êtes pas éligible. Je suis désolé. Je ne dis pas que vous n'avez pas de besoin, mais je ne suis pas éligible. Pas à ce niveau. Ok, j'ai noté. Pas à ce niveau. Bon, alors, pour ce qui concerne l'allocation aux ménages, ça a été fait à travers le FAES. Et nous avons, jusqu'à octobre, n'est-ce pas? Eh bien, il y a 263 265 ménages qui ont reçu. Et ceci, c'est un rapport que le directeur du FAES nous a envoyé. Parce que nous avons demandé un rapport, il nous a envoyé le rapport. Et ça a été fait à travers Moncash. Et là encore, nous avons pu vérifier la liste de Moncash, n'est-ce pas, au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Parce que nous avons été au niveau du ministère de l'Économie et des Finances et ça a été fait. Bon, il y a eu aussi une assistance à travers les kits alimentaires. Sur le site même du FAES, on peut voir la quantité de kits qui ont été remis dans les différents départements. Mais, Wendell, vous avez posé la question concernant, n'est-ce pas, l'accès à l'information. Ah, juste avant. Oui. Juste avant. On estime à combien de personnes à avoir bénéficié de cette assistance? 1 million? 2 millions? Alors, pour ce qui concerne l'appui salarial, ils sont 54 000.
Pour ce qui concerne l'allocation aux ménages en difficulté, ils sont 263 000 ménages. Naturellement, on peut multiplier par 4 ou 5 le nombre de personnes par ménage. Ça peut nous donner le nombre à peu près entre 900 à 1 million, n'est-ce pas, de personnes qui ont bénéficié de ceci. Mais ce sont des allocations modestes. 3 000 gourdes, c'est 3 072 gourdes pour les ménages. C'est 3 750 gourdes pour l'appui salarial, etc. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Ensuite, bon, les kits alimentaires. Là, nous n'avons pas tous les chiffres véritablement, parce que ce sont des kits qu'on dépose, n'est-ce pas, devant les maisons. Parce qu'à cause du Covid, on n'a pas eu des lignes de personnes à attendre, etc. Mais en ce qui concerne l'accès à l'information, oui. Eh bien là, il faut faire une distinction. Je dois dire que le ministre de l'Économie et des Finances s'est montré très coopératif. Nous avons eu une séance en visioconférence avec lui, avec son chef de cabinet et avec la personne responsable de l'ensemble, au niveau du budget, de l'ensemble des dépenses Covid. Et toutes les données sont enregistrées dans leur base de données, sur leur ordinateur. Et il a demandé à cette personne de nous recevoir. Je suis allé personnellement dans les premiers temps. Ensuite, nous avons un enquêteur qui est retourné, un médecin qui a quand même des qualifications. Et je dois dire qu'il y a eu une très grande transparence, en ce sens que... ce qui pourrait surprendre en Haïti, et là nous parlons du ministère de l'économie et des finances. En général, on parle de gestion opaque, et là vous parlez de transparence au ministère. Oui, il faut, ce qui est vrai, il faut le dire. Faut le dire. Et là, celui qui était responsable de cette opération, il a ouvert son ordinateur, et là, on pouvait demander à voir n'importe quel ministère, et il nous montrait les documents. Tous les documents ont été scannés, ont été archivés, et on pouvait voir les documents, on pouvait voir les signatures. Je l'ai dit, n'est-ce pas, par exemple, pour les ouvriers de l'ADI, on a pu même voir toutes les signatures, n'est-ce pas, les listes de Moncache, etc. Il y a eu une très grande, si vous voulez, transparence, ouverture. Par contre, au niveau du ministère de la Santé publique, ça a été une autre affaire. Là, il n'y a pas eu la transparence qu'on souhaitait. Parce que qu'est-ce qu'on voulait faire? D'abord, vous savez qu'il y a un lot très important de matériel, d'équipements qui ont été commandés de la Chine, par exemple. Alors, on a vu les avions cargo qui ont apporté ceci à l'aéroport. Et j'ai pu obtenir du ministère la liste des équipements à chaque expédition. Mais ce que nous voulions vérifier parce que non seulement il y avait la question de la transparence, mais il y a la question de la conformité aux procédures administratives et aux exigences légales. Nous voulions vérifier si ces équipements avaient été bien enregistrés selon les normes administratives de la fonction publique et où ces équipements avaient été affectés. De telle sorte que nos enquêteurs sur place puissent aller voir si tel respirateur qui a été envoyé, par exemple, à Milo, était bien là, était bien en fonction, en regardant aussi la marque, le numéro de série, etc., etc. Arrivé sur les lieux? Malheureusement, mais malheureusement, déjà, au niveau du ministère, nous n'avons pas pu avoir accès aux documents montrant, par exemple, que l'enregistrement a été fait correctement, l'affectation, parce qu'il y a des formulaires qui sont prévus pour la fiche d'affectation, pour la fiche d'enregistrement, etc. On n'a pas pu, parce que nous avons écrit, nous avons parlé aux responsables pour leur demander s'ils pouvaient nous envoyer copie de cela, ou si le médecin enquêteur pouvait passer
au ministère pour voir si ceci a été fait, nous avons eu une réponse négative. Premièrement, pour dire qu'en période de Covid, on ne recevait pas les gens, et puis deuxièmement, qu'à un moment de la durée, un des responsables m'a dit qu'il n'a pas reçu instruction pour fournir ces informations. Si bien que nous n'avons pas pu aller vérifier si tel ou tel respirateur, si tel ou tel appareil, n'est-ce pas, avait été transféré au Cap-Haïtien. Générateur d'oxygène. Exactement. Donc, ça, malheureusement, nous ne l'avons pas vu. Et lorsque nous avons préparé le premier draft du rapport, nous l'avons envoyé à tous les ministères et à toutes les institutions publiques, comme le FAES, NGRS, etc., pour qu'ils puissent le lire. Et s'ils ont des commentaires, c'est comme un audit, n'est-ce pas? Vous recevez le rapport, et si vous avez des commentaires, vous faites le... Quand le ministère a reçu, n'est-ce pas, notre premier rapport, à ce moment-là, ils nous ont appelés pour demander une rencontre. Et bon, malheureusement, ce jour-là, on n'a pas pu avoir la rencontre, mais en présentiel, mais on a eu une rencontre, n'est-ce pas, virtuelle. Et bon, c'est à ce moment-là que certaines choses que nous avions demandées, comme par exemple tous les documents produits par le comité scientifique, ils nous l'ont envoyé, mais on n'a pas pu avoir les informations exactes que nous voulions avoir. Ils nous ont envoyé d'autres informations qui ont montré qu'ils ont quand même respecté certaines normes, mais les informations qu'on voulait avoir pour aller vérifier sur le terrain, on ne les a pas eues. Donc ça, au niveau des ministères, ce n'est pas vrai de tous les ministères. Hein. Je peux dire par exemple que le ministère de l'Environnement était disposé à nous recevoir pour venir voir leurs livres, etc. Bon, malheureusement, on n'a pas eu le temps de le faire. Le ministère de l'Environnement n'avait pas reçu un montant très significatif, mais la santé, c'est 68% de l'ensemble des décaissements pour la période jusqu'au 31 mai. Et donc là, pour nous, c'était très important. Maintenant, l'autre niveau de transparence et de respect des normes, c'est le niveau départemental et le niveau local. Là, malheureusement, je dois dire que nous n'avons pas eu le niveau de coopération et de transparence qu'on aurait souhaité. Juste pour vous donner, n'est-ce pas, une idée, d'après les statistiques que nous avons, hein, et à partir des réponses données par les enquêteurs, au niveau des délégués, le niveau de transparence est évalué à 40%. Et quand je dis transparence, ça veut dire que vous envoyez le questionnaire, vous ne recevez pas de réponse, ou bien on vous donne un rendez-vous, on ne vous reçoit pas, on ne sent pas qu'il y ait une volonté. Quand vous parlez de délégués, vous faites allusion aux représentants de l'exécutif. De l'exécutif, c'est ça, les délégués. Au niveau des directeurs départementaux de l'environnement, on a eu 50% de transparence. Au niveau des directeurs départementaux du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, 40% de transparence. Au niveau des directeurs de centres de prise en charge, on a eu 52% de transparence. Au niveau des directeurs de sites transformés, on a eu 57% de transparence. Au niveau de directeurs des sites non dédiés Covid, ça c'est des choses, des gens qui n'ont rien reçu du ministère, à part peut-être des informations. Là, le niveau de 83%. 83. Donc quand les gens ne gèrent pas, ils sont très transparents. Mais quand ils gèrent, c'est plus difficile. Alors plus on gère, moins on est transparent. Les directeurs d'école qui étaient très fâchés, parce que finalement, comme je vous l'ai dit, jusqu'à octobre, ils n'avaient que 20% à bénéficier. Eh bien, les directeurs d'école ont parlé de 80% de transparence. Les leaders communautaires, 77% de transparence. Donc, c'est pour vous dire. Alors, pour résumer la question des informations, je crois que le ministère de l'économie et des finances, qui a été sous beaucoup de pression de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et aussi de la société civile, etc., eh bien, a compris que la transparence fait partie, en quelque sorte, de ses obligations. Et c'est pour ça que nous avons eu une coopération, comme je l'ai dit, immédiate, les choses ouvertes, etc. On a pu vérifier. Par exemple, vous savez, pour qu'un chèque
soit donné, n'est-ce pas, à un fournisseur, il y a 9 pièces qui doivent apparaître. Par exemple, le bon de commande, la fiche de livraison, l'attestation de service fait, le quitus du fournisseur, la patente du fournisseur, l'ordonnancement. Il y a 9 pièces en tout qui doivent être... Nous avons pris au hasard 5 opérations pour voir si les 9 pièces étaient là. Dans 2 opérations, les 9 pièces étaient là, bien vérifiées, avec les bonnes signatures. Hein, parce que pour le chèque, il y a des personnes qui sont autorisées à signer. Pour l'ordonnancement, il y a des personnes qui sont autorisées à signer. Les bonnes signatures étaient là, vous voyez. Et nous en avons eu 3 sur les 5 où il manquait 1 ou 2 pièces sur les 9. Vous voyez, ça vous donne à peu près une idée. Mais il y a un gros effort aujourd'hui à faire au niveau de nos ministères pour que les ministères comprennent qu'ils sont obligés d'être transparents. Ou bien qu'ils suivent l'exemple du ministère de l'économie. Qu'ils suivent l'exemple du ministère de l'économie. Et je vais vous donner un témoignage, parce que vous savez, nous sommes dans cette question de budget, de finances publiques depuis très longtemps au niveau de l'ISC. Je me rappellerai toujours quand le ministre Henri Bazin était là, de regretter mémoire, qui était un homme très transparent, très ouvert, etc. Chaque fois que je me présentais auprès de lui pour avoir les informations, d'abord je commençais par m'excuser pour le déranger. Et il me disait, vous ne me dérangez pas du tout. Au contraire, lorsque je reçois la pression de la société civile, ça m'aide à répercuter cette pression sur mes ministres dépensiers, parce que les ministres n'envoient pas toujours les rapports, les informations, etc. Donc, il y a un gros travail à faire au niveau des ministères. Et ensuite, au niveau des directeurs départementaux, il y a aussi un gros travail à faire pour qu'ils comprennent qu'ils soient transparents. Et c'est pour ça que l'une des recommandations que nous faisons, c'est qu'il faudrait, lorsque nous aurons un Parlement, qu'on ait une loi d'accès, de libre accès à l'information. Parce que ça existe dans la plupart des pays. Et je sais que la Fondation Héritage a préparé un projet de loi il y a plus de 10 ans. J'ai participé personnellement à l'élaboration de cette loi. Depuis 10 ans, ça traîne dans les tiroirs du Parlement. Ça n'a jamais été voté. C'était pas une priorité. Le député Caleb Desrameaux, dans la dernière législature, avait aussi un projet qu'il a présenté qui n'a jamais été voté. Nous avons besoin, et parce que l'autre jour, je lisais la loi du Maroc, mais il y a 3 niveaux de recours. Si vous n'obtenez pas une information, vous avez 3 niveaux de recours qui peuvent obliger le fonctionnaire à vous donner l'information demandée. Maintenant, et pour les autres recommandations? Bon, pour les autres recommandations... Donc, il y a le Parlement, une loi... La loi d'accès à l'information. Maintenant, l'autre recommandation que nous avons, c'est concernant, si vous voulez, une sorte d'harmonisation des institutions de contrôle. Parce que nous avons examiné aussi 2 institutions de contrôle. Pas examiné, mais nous avons consulté plus exactement 2 institutions de contrôle. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et la Commission nationale des marchés publics. Je dois vous dire que la Commission nationale des marchés publics nous a envoyé un rapport d'au moins une centaine de pages concernant cette question. Ce qu'ils ont reçu, les remarques qu'ils ont faites aux demandes du ministère de la Santé, etc. Nous avons rencontré aussi le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, M. Boisguené, qui nous a remis aussi des rapports concernant, n'est-ce pas, il a reçu du ministère de la Santé et du FAES, et ils ont renvoyé près de 19 contrats préparés par le ministère de la Santé, n'est-ce pas, et le ministère a corrigé 17 des 19, il y en a 2 qui n'ont jamais reçu de feu vert, n'est-ce pas? Mais ça veut dire que le ministère a dû corriger, etc. Alors, je disais que la recommandation, c'est qu'il y ait une certaine harmonisation entre les exigences de la CNMP et les exigences
de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Parce que la Commission nationale des marchés publics a autorisé, a donné son feu vert pour une commande, n'est-ce pas, en Chine, et alors que la Cour supérieure des comptes l'avait arrêté. Vous voyez, ce n'est pas normal que deux institutions publiques de contrôle ne donnent pas le même verdict. Vous voyez. Et la recommandation que nous avons faite aussi, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de gens disent ici aujourd'hui, nous pensons que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif devrait se concentrer sur le contrôle a posteriori, non pas a priori et a posteriori, parce qu'il y a un conflit d'intérêts là, et qu'on devrait laisser la Commission nationale des marchés publics sur, n'est-ce pas, le contrôle a priori, mais à condition que la Commission nationale des marchés publics soit indépendante, ne dépende pas de la primature comme c'est le cas actuellement. C'est-à-dire que les membres soient proposés par exemple par le Sénat et puis nommés, la formalité de nomination par le président, d'accord, mais proposés par le Sénat, qu'ils soient indépendants. Parce que nous voyons que la Cour supérieure des comptes commence à manifester une certaine indépendance. Il faudrait que la Commission nationale manifeste cette indépendance et se concentre. Maintenant, à partir du moment où la Cour supérieure des comptes se concentrerait sur le contrôle a posteriori, il pourrait mener les investigations jusqu'au bout. Par exemple, prenons la question de Petro-Caribé. Dans la question de Petro-Caribé, nous avons eu un rapport plutôt général, mais il aurait fallu prendre chaque opération et arriver à des avis de débat, n'est-ce pas, pour dire que dans telle opération, tel ministre n'a pas fait son travail, donc il a un avis de débat, n'est-ce pas, un arrêt de débat, ou bien tel fournisseur n'a pas fourni ce qui a été demandé, avis de débat, arrêt de débat, etc. Or, justement, ce travail qui doit aller jusqu'au bout, parce qu'il ne faut pas oublier que la Cour supérieure des comptes, c'est un tribunal. Oui, mais est-ce que ce n'est pas pour éviter qu'il y ait fuite, ou bien qu'il y ait détournement? Si le contrôle se fait toujours a posteriori, entre-temps, la personne qui aurait donc la velléité de ne pas respecter les clauses d'un contrat qu'il a eu avec le gouvernement, eh bien, cette personne-là aurait eu le temps de partir avec l'argent, ou bien de déposer l'argent dans un compte quelque part. Ah non, un fournisseur, je pense que avant de traiter avec un fournisseur, un ministère doit s'assurer que c'est un fournisseur qui a de bonnes garanties, qui a pignon sur rue et qui a enfin des assets, si vous voulez. Je comprends. Donc pas quelqu'un qui peut s'enfuir comme ça. Dans la nature. Dans la nature. Ah non. Donc là, vous plaidez pour que le contrôle se fasse a posteriori, au niveau de la Cour des comptes. Jusqu'au bout. Au niveau de la Cour des comptes. Oui, et jusqu'au bout. Jusqu'à l'arrêt. Jusqu'aux arrêts. Jusqu'aux arrêts, parce que c'est un tribunal. La personne peut se présenter pour se défendre, être accompagnée d'un avocat s'il le faut, d'un comptable, etc. Mais l'arrêt de débat, jusqu'à présent, on parle beaucoup de Petro-Caribé, mais on n'a encore pas vu un seul arrêt de débat. Pour finir, professeur, sur une échelle de 1 à 10, pour cette réponse au coronavirus, vous donneriez combien? Bon, comme on a vu beaucoup de réponses, satisfaction, 40%, je crois qu'on pourrait s'arrêter à 50% à peu près, n'est-ce pas? Parce que la transparence n'a pas toujours été au rendez-vous au niveau départemental et au niveau des ministères, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, sur 5 cas qu'on a vus, eh bien, 2 étaient complets. Les 3 autres, il manquait quand même quelques pièces. Donc, la régularité des opérations n'était pas parfaite. Vous voyez, bon, je dirais entre 45 et 50, on pourrait. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a eu un gros effort en matière de débours
parce que nous avons pratiquement 34 millions de dollars US à avoir été décaissés jusqu'au 31 mai et plus de 2 milliards de gourdes décaissées pour les différents ministères et institutions de l'État quand même. Il y a eu un gros effort qui a été fait, d'accord, mais je pense que s'il y avait plus de rigueur, n'est-ce pas, et il y avait une administration plus performante, eh bien, par exemple, tous les enseignants qui ont souffert pendant cette période, eh bien, auraient eu quand même une petite allocation. Maintenant, pour cette année, il n'y a pas encore de rapport, mais Covid continue de tuer. Bien sûr. Nous avons pris contact avec le projet Géré, n'est-ce pas, pour leur demander s'ils seraient intéressés. Nous n'avons pas encore une réponse positive, n'est-ce pas, mais nous avons quand même une sorte d'ouverture et nous disons qu'ils pourraient être intéressés, mais vous savez, les procédures sont très longues avant d'obtenir un accord, etc. Mais je pense que ça vaudrait la peine, n'est-ce pas, à partir de notre expérience, de voir comment ça se présente cette fois. Mais je crains que cette fois, ça risque d'être beaucoup moins satisfaisant parce que l'effort de décaissement et l'effort de mise en œuvre est jusqu'à aujourd'hui nettement moins grand que ce qu'on a eu lors de la première vague. Concrètement, on devra faire quoi? Bon, concrètement, je pense que, par exemple, vous avez le centre transformé, le centre olympique, n'est-ce pas, qui avait jusqu'à une centaine de lits. Je pense qu'on aurait dû remettre ce centre en fonctionnement. Et même, quelque part, d'après ce que certains médecins m'ont dit, beaucoup de ces lits qui avaient été entreposés, déposés, préparés, n'est-ce pas, au centre sportif, au centre olympique, ont été redistribués ailleurs. Tant que la pandémie n'était pas finie, je pense qu'on n'aurait pas dû démobiliser ça. Mais maintenant, il faut les remobiliser pour pouvoir accueillir plus de patients. Si mes informations sont correctes, il y a eu un centre qui a été préparé à Carrefour, au centre sportif de Carrefour. Il me semble que ce sont les déplacés qui y sont actuellement, les déplacés de Martissan et autres, etc. Ce n'est plus un centre de prise en charge de Covid. Donc, il faudrait multiplier. Maintenant, il faudrait peut-être donner un meilleur encadrement aux institutions privées. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'institutions privées, en Canapé Vert ou autres, n'est-ce pas, Clinique Lambert, à Pétionville, etc., qui acceptent des malades de Covid, mais je crois qu'il faudrait peut-être leur donner un appui pour renforcer le personnel soignant. Parce que l'une des faiblesses, vous voyez, d'une institution privée comme ce genre d'institution, vous avez un médecin qui passe une fois par jour, qui passe un quart d'heure avec le malade, voit si tout est correct, regarde la tension, etc., et ne revient pas de la journée. Or, pour ce genre de soins intensifs, par exemple, il faut une présence plus soutenue. Et là, par exemple, on aurait dû donner un appui pour renforcer le personnel, par exemple, dans ces centres-là, et puis avoir une capacité de plus grande production d'oxygène également. Merci, professeur Ronnie Desroches, pour cette analyse du rapport. Un rapport qui se veut objectif, impartial. Objectif, impartial. Ce qui est correct, on le dit. Ce qui n'est pas correct, on ne le dit pas. Et je pense que c'est ce qui peut faire progresser. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le ministère de la Santé a reçu le premier draft du rapport, n'est-ce pas, ils ont été interpellés. Ils ont réagi. Ils ont réagi et nous avons reçu des documents qu'on n'avait pas reçus, même si on n'est pas satisfait entièrement. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une leçon qui a été retenue. Ils vont rectifier le tir. On espère. Lors du prochain rapport. On espère. Merci encore une fois, professeur.
Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Notre invité ce matin, c'était le professeur Ronnie Desroches. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.